Elle écrit des textes, diagnostique des cancers, elle code même les applications, elle parle avec votre voix, elle crée votre visage. L'intelligence artificielle sait tout faire, y compris mentir. Alors, question, l'IA est-elle la plus grande révolution pour accéder à la vérité ou la machine qui va l'enterrer? Bienvenue dans le débat de la tranche du 12, 15 heures de Gabon 24. IA, révolution ou danger pour la vérité? C'est le thème de cette émission. Et pour en débattre, je reçois nul autre que Madame Laïka Mba, elle est la directrice générale. Madame, bienvenue dans le débat du 12-15. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Et à vos côtés, Monsieur Landry Moubéi, vous êtes juriste. Monsieur, bienvenue également dans le débat du 12-15. Merci, Monsieur Arbourneur. Alors, Madame Mba, en un mot, l'IA est-elle pour vous une révolution ou un danger pour la vérité? Je pense que la réponse est évidente pour moi. C'est une révolution. Ah oui? Oui. Et pourquoi? C'est une révolution parce que l'IA aujourd'hui est un copilote pour l'humain. Donc c'est cette technologie qui nous apprend à aller vite et à nous concentrer sur des tâches qui pourraient être chronophages. Donc l'IA, pour moi, c'est bien évidemment une révolution. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut y aller et il faut maintenant voir comment y aller de manière structurée, normative, etc. Oui, l'IA, vous l'avez dit, est un copilote pour l'humain, mais un copilote qui reste virtuel. Et l'humain, il y a des humains qui ont des valeurs, des humains de bonne qualité. Il y en a qui en ont moins et qui peuvent se servir de l'IA à des fins nuisibles. Exactement, et c'est pour cela qu'il faut normer, c'est pour cela qu'il faut accompagner, c'est pour ça qu'il faut réguler et mettre en place des textes de loi. Nous, on salue profondément le texte de loi qui a été mis en place récemment, qui touche aux réseaux sociaux, mais qui touche aussi à tout ce qui est produit par l'intelligence artificielle. Et c'est pour cela aussi qu'il faut former et mettre en place des processus de formation, autant sur le plan académique, mais aussi sur le plan, par exemple, de la recherche et le développement, pour permettre à cette intelligence artificielle qui est mise en place de nous ressembler, d'avoir notre éthique, d'avoir nos codes, d'avoir nos us et nos coutumes. Avoir nos us et nos coutumes. Vous faites allusion effectivement à l'ordonnance 0011/2026 du 26 février 2026 portant régulation de l'usage des réseaux sociaux en République gabonaise. Monsieur Landry Moubéi, une ordonnance qui vient encadrer juridiquement l'usage des réseaux sociaux de façon générale et plus spécifiquement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, dans ce texte, il est fait mention que désormais, il faudra mentionner de façon précise lorsque un contenu est généré par intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de la fin de l'anonymat? Alors, je vous remercie déjà pour la question. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que cette ordonnance a été prise dans un contexte de crise numérique, parce que depuis déjà plusieurs mois, les réseaux sociaux sont devenus le terrain des batailles entre, n'est-ce pas, les autorités et plusieurs compatriotes qui s'illustrent de façon négative. Donc, les autorités compétentes ont décidé de taper le poing sur la table en disant qu'il faudrait que ça s'arrête. Parce que la liberté d'expression, c'est vrai, c'est un principe fondamental qui est reconnu par la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il n'en demeure pas moins que cette liberté doit être aussi la limite pour, n'est-ce pas, permettre aux uns et aux autres de disposer des mêmes droits. Dans cette bataille sur les réseaux sociaux, les activistes, comme on les appelle, ne jouent-ils pas également un rôle de lanceur d'alerte de ceux qui dénoncent les travers de la société? Avec un tel encadrement, est-ce que cela ne va pas aussi freiner leur volonté de pouvoir dénoncer des choses qui pouvaient être cachées auparavant? Écoutez, la loi, elle est impersonnelle. Elle s'applique à tout le monde. Et on dit chez nous que nul n'est censé ignorer la loi. Et comme vous le savez, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui évolue de jour en jour. Personne ne peut contrôler l'évolution de l'intelligence artificielle. Et l'État a l'obligation de s'arrimer à cette évolution.
C'est pour cette raison qu'elle a pris notamment cette ordonnance visant à réguler de façon stricte le fonctionnement des réseaux sociaux, des plateformes numériques dans notre pays, parce qu'elle avait constaté que beaucoup de citoyens s'adonnaient à des comportements qui ne reflétaient pas en fait l'image de notre société. L'image de notre société et des valeurs défendues par la société gabonaise. Effectivement. Madame Laïkamba, en préparant cette émission, vous nous disiez, vous en tant qu'actrice engagée dans le numérique, qu'il était important que cela soit encadré. Pourquoi ? Oui. Alors, il est important que cela soit encadré. Alors, je complète un peu ce que M. Moubéi disait. La technologie va vite, mais il faut absolument que le cadre réglementaire suive le même rythme. Aujourd'hui, vous avez plusieurs dérives. L'intelligence artificielle ne va pas s'arrêter. Lorsque la téléphonie, pendant que la téléphonie a mis 10 ans pour atteindre 50 millions d'utilisateurs, l'intelligence artificielle en a mis 2 mois. Donc vous voyez que les choses vont vite. Les choses vont tellement vite que si on ne les encadre pas, si on ne les norme pas, on va avoir des intelligences artificielles aujourd'hui qui vont apprendre aux jeunes générations, à vos enfants, à nos enfants, à avoir un mode de pensée qui ne nous ressemble pas. À quel moment cette intelligence artificielle va véhiculer les coutumes gabonaises? À quel moment va-t-elle apprendre au reste du monde quelles sont aujourd'hui les priorités de l'économie gabonaise? Il faut que nous, Gabonais, et maintenant de manière plus globalisante, Africains, on s'approprie cette révolution et qu'on puisse justement accompagner nos États, nos institutions à mettre en place un cadre. Le cadre ne sera pas forcément parfait, tout est perfectible, mais il faut commencer par quelque part et ensuite accompagner cette technologie. Justement, quelle peut être la prochaine étape? Aujourd'hui, le pays se dote d'un cadre juridique. Est-ce qu'il détient les infrastructures appropriées pour pouvoir justement avoir un contrôle sur la création, l'usage des différentes plateformes numériques? Alors là, je dirais oui, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Moi, par exemple, je suis aujourd'hui en train de construire un data center. Enfin, quand je dis je, c'est le groupe ST Digital qui construit un data center dans la zone économique spéciale de Nkok, qui va permettre justement à l'État d'aller plus loin que l'ordonnance qui a été mise en place. L'État, aujourd'hui, aura toute la latitude de dire à un opérateur comme Facebook, TikTok ou autre, donc ça part aussi par d'autres opérateurs, de leur imposer un hébergement local de leur infrastructure avant de les diffuser au Gabon. Ce sera possible dans quelques semaines. Mais à côté de cela, vous avez le data center national de l'État qui est en train d'être construit. Vous avez également des institutions régaliennes qui sont là pour mettre en place le cadre normatif et s'assurer, on a parlé de la HAC, on a parlé de l'ARCEP, on a parlé de la NINF, on a parlé du Centre gabonais de l'innovation, on a parlé du ministère de l'économie numérique. Je ne sais pas si vous constatez quand même que ces 6 derniers mois, vous avez pas mal de textes de loi qui sont en train d'être mis en place et qui permettent justement d'avoir un cadre numérique favorable. Cadre numérique favorable. Monsieur Moubéi, le juriste que vous êtes, censé défendre les droits des citoyens, est-ce que en réglementant avec toute cette batterie de mesures qui ont été prises dans ce texte, n'y a-t-il pas un risque dans l'exposition des données personnelles des citoyens? Moi, je pense qu'il n'y a pas un risque, parce que déjà, lorsqu'on parle de la protection des données à caractère personnel, il n'y a pas que le réseau social. Quand je parle du réseau social, je fais allusion à l'entreprise qui est derrière le réseau. Oui, mais monsieur Moubéi, le texte fait quand même obligation aux plateformes numériques et aux réseaux sociaux de recueillir les données personnelles des usagers, nom, prénom, domicile, NIP, qui seront mis à leur disposition. Est-ce que l'État a les moyens aujourd'hui de garantir la protection de ces données? Effectivement, l'État a l'obligation de garantir la protection de ces données parce que c'est son devoir de protéger les données des citoyens. Et aujourd'hui, si l'État s'est prononcé sur cette question, c'est parce que l'État a constaté beaucoup de dérives, ce que je disais tout à l'heure et ce que Madame a réaffirmé dans ses propos. Et donc, aujourd'hui, si
l'État se donne les moyens, je voudrais dire que l'État doit se donner des moyens de mettre en place un dispositif qui va obliger, n'est-ce pas, ces opérateurs économiques de pouvoir s'arrimer à la réglementation en vigueur. C'est une obligation, que ce soit au Gabon ou ailleurs, aux États-Unis. Je m'en souviens où, à une période, Donald Trump avait interpellé, n'est-ce pas, les autorités de TikTok concernant la question relative à la protection des données à caractère personnel. Hein? Lui, à cette époque, il suggérait que les données des Américains n'étaient pas protégées sur le réseau social de TikTok. Et donc, il avait convoqué le directeur général de TikTok pour qu'il vienne s'exprimer par rapport à cette question. Et le directeur de TikTok s'était présenté devant la Cour suprême où il avait exposé un certain nombre des arguments. Et aujourd'hui, TikTok continue à fonctionner aux États-Unis selon les règles applicables aux États-Unis. Et donc, au Gabon, TikTok, il n'en demeure pas moins que... Les États-Unis et la Chine sont des superpuissances qui discutent effectivement égal à égal. Le Gabon est sur la voie de conquérir sa souveraineté à la fois sur le plan économique, sur le plan politique. Et là, on le voit sur le plan numérique. A-t-il véritablement les moyens de contraindre ces plateformes-là puissantes dont on sait qu'elles sont puissantes? On pense aux GAFA, Google, Facebook, Amazon et toutes ces entreprises, de pouvoir faire respecter la législation gabonaise. Madame Mba, comment arriver à contraindre ces grands groupes-là de respecter la législation gabonaise? Alors, moi j'aime à le dire, hein, les données obéissent aux lois auxquelles elles sont soumises. Voilà. Donc la loi est déjà là, donc c'est déjà un premier niveau. Le deuxième niveau, ça va être justement d'investir dans de l'infrastructure pour pouvoir attirer ces opérateurs, mais pas les attirer de manière superficielle, les attirer avec des conditions qui leur permettent justement d'héberger leurs données au Gabon. Aujourd'hui, oui, ce n'est peut-être pas possible parce que nous n'avons pas d'infrastructure souveraine, mais comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs initiatives, vous avez plusieurs projets qui vont voir le jour. Et dans une moindre mesure, lorsque l'on va permettre à un Facebook, à un TikTok de pouvoir héberger ces données au Gabon, vous contrôlez ces données. Et là, le Gabon peut effectivement se dire que lorsque TikTok diffuse ces informations sur notre territoire, ce sont des informations qui sont sous la réglementation gabonaise. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on utilise tous Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Ce sont des données qui sont hébergées aux États-Unis, en Afrique du Sud, qui ne sont absolument pas au Gabon. Alors, cet encadrement qui peut parfois avoir un caractère assez musclé, si je puis dire, ne va-t-il pas dissuader certains créateurs, certains artistes du numérique engagés dans ce secteur qui pourraient se dire « Ah, attention, désormais, tout ce que je fais dans ce secteur-là pourrait me conduire en prison et freiner peut-être certaines vocations ». Et pourtant, ce sont les mêmes créateurs de contenu qui diffusent actuellement sous la loi américaine. Donc pourquoi la loi gabonaise serait plus restrictive qu'une loi américaine? Ce que l'on doit plutôt se dire, c'est que lorsque je partage un contenu, ce contenu, moi je préfère aujourd'hui que mes données soient visibles par le président de la République gabonaise que par le président iranien ou américain avec ce qui se passe dans le monde. La guerre des données, elle est d'abord économique. Tout ce que nous produisons au Gabon comme contenu nous échappe totalement. Donc vous avez toute une économie qui est pensée par des Occidentaux pour les Africains, mais qui n'est pas contrôlée par les Africains, c'est un problème. Vous avez plus de 90% des données qui sont produites dans le monde, qui sont produites en Afrique, qui sont hébergées aux États-Unis. C'est un problème. Donc aujourd'hui, la question de souveraineté, elle ne se pose plus sur, oui, mais elle ne concerne plus votre petite personne, mais elle est plutôt globalisante. Donc aujourd'hui, lorsque le Gabon prend une mesure comme celle-ci, elle est salutaire, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut accompagner. Et il faut aussi sensibiliser, parce que malheureusement, on regarde uniquement le volet politique, mais on ne regarde pas tout ce qui se passe sur le plan économique. La bataille aujourd'hui, elle est mondiale. Nous sommes 2 millions d'habitants, ils sont plus de 30 millions au Cameroun, 250 millions au Nigeria. Donc,
À quel niveau le Gabon se positionne? C'est Très ça, bien, ce sont ces questions qu'il faut Il faut poser. véritablement arriver à reprendre la main sur ces données qui peuvent nous échapper. Monsieur Moubéi, est-ce que nous avons des magistrats formés sur ces questions-là? Si on a des compatriotes qui se retrouvent en porte-à-faux avec la loi. Aujourd'hui, l'usage des réseaux sociaux est encadré, l'utilisation de l'IA est normée. Si des compatriotes se retrouvaient en porte-à-faux avec la loi, est-ce que nous avons des hommes de loi suffisamment formés dans ce domaine-là pour garantir également les droits des citoyens? Bien évidemment que nous avons des compatriotes qui sont formés. Je ne parlerai peut-être pas des magistrats parce que les magistrats sont formés sur un statut bien précis. Et ce que je sais, c'est qu'il y a des compatriotes juristes qui sont formés dans la protection des données à caractère personnel. Et donc, ce sont ces personnes qui sont à m'habiliter de connaître plus ou moins ce qui encadre, n'est-ce pas, cette activité autour des plateformes numériques. Et donc, aujourd'hui, il est important de comprendre et il est important que les gens comprennent que l'usage des réseaux sociaux ne doit pas être quelque chose de personnel. Parce que lorsqu'on prend son image pour exposer sur l'espace public, ça fait de vous une personnalité publique parce que vous êtes regardé. Et ce que vous dites doit être contrôlé, vérifié et éventuellement aussi sanctionné en cas de dérive. Donc, moi, je suis pour l'encadrement juridique de ces plateformes parce qu'elle va permettre un temps soit peu de recadrer, n'est-ce pas, certaines personnes qui s'adonnent à des comportements que je disais tout à l'heure, qui n'honorent pas la République. Nous avons énuméré beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous en êtes, vous êtes journaliste et vous savez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes diffusent des éléments non vérifiés. Et donc, l'État a le devoir d'encadrer, n'est-ce pas, cet espace pour permettre à ce que les générations qui nous regardent puissent dire que, effectivement, demain, moi, je peux me lancer dans cette activité dans la mesure où elle peut me permettre dignement de gagner ma vie. Dans cette activité, il y a également cette manipulation donc, de l'intelligence artificielle, Madame Ba, au-delà des avantages que peuvent apporter l'IA dans la célérité, la rapidité d'exécution de certaines tâches, il y a des notions qui sont évoquées comme les hallucinations. Ce sont comment dire, ce sont des éléments qui peuvent induire les usagers en erreur. Exactement. De quoi s'agit-il concrètement quand on parle d'hallucination avec l'IA? Alors, une hallucination, je vais parler comme au quartier, c'est quand l'IA vous envoie en brousse. Ah ouais. C'est-à-dire que vous avez un GPS. En fait, l'IA vous trompe. Exactement. Vous avez un GPS, il vous dit d'aller à droite, mais en fait, il fallait aller à gauche. Ouais. Et ces hallucinations, justement, rejoignent les propos préliminaires que j'avais tout à l'heure. Une hallucination est faite lorsque l'IA n'a pas la réponse. Et quand il n'a pas la réponse, vu que c'est un robot, c'est un calcul, c'est une puissance de calcul derrière, il se dit, je ne vais pas rien vous dire. Donc, je vais vous donner une réponse qui n'est pas bonne. Qui n'est pas exacte, mais peut-être approximative. Et parfois même pas du tout. Donc, une hallucination se produit par deux effets. Le premier, c'est votre prompt. Le prompt, c'est la requête que vous faites à l'IA. Donc peut-être que la requête que vous avez faite n'est pas bonne. Si je dis par exemple à l'IA aujourd'hui, parle-moi d'Arbourneur, sans donner votre prénom, il va calculer et il va me sortir l'Arbourneur, la personne Arbourneur la plus célèbre. Et c'est cette réponse qu'il va me donner. Et moi, je vais faire mon exposé sur cette personne sans avoir le réflexe de chercher s'il s'agissait bien de vous. De cette personne. Par contre, si je dis à l'IA,
je m'appelle Laikamba, je prépare une émission télévisée, je serai interrogée par M. Dimitri Abonneur de Gabon 24. Peux-tu me donner un narratif? Là, l'IA, je vous assure, à 200% va me sortir quelque chose de concret. En fonction des informations qui sont données qui en entrée. Ça, c'est la première hallucination. Voilà. La deuxième hallucination qui n'est pas liée au prompt, c'est vraiment lorsque l'IA n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA est nourrie en majorité par des données occidentales, par des Français, des Italiens, des Américains, etc. Donc lorsque vous allez venir lui poser une question, j'avais par exemple mon fils qui avait un exposé sur la harpe sacrée, j'ai oublié le nom enfant, mais la question était de savoir ce que c'était enfant. L'IA n'a pas pu lui répondre. Oui. Vous voyez, donc ça, c'est par exemple un exemple concret où l'IA ne peut pas vous répondre parce qu'il n'a pas de données en entrée. Et c'est pour cela qu'on encourage nos États à investir dans l'intelligence artificielle, à investir dans la formation des jeunes, à investir sur des chercheurs et des développeurs qui, eux, vont constituer des communautés qui vont nourrir l'intelligence artificielle et permettre à ce que cette intelligence artificielle puisse répondre à nos préoccupations. Très bien. Monsieur Moubéi, voilà, Madame Mba vient de décrire là deux éléments qui constituent des insuffisances de cette technologie à l'heure actuelle et qui nécessitent davantage d'investissement pour l'améliorer. Mais au-delà de la limite même de l'IA dans ce que le jargon appelle les hallucinations, il y a des personnes malveillantes qui utilisent les performances de l'IA pour attaquer des personnalités, par exemple. Utiliser le visage ou la voix d'une personnalité et lui faire dire des choses ou des propos qu'elle n'a pas dites. Bon, mais à partir de ce moment, cela peut créer un certain préjudice, mais ce type de préjudice nécessite-t-il aussi de l'emprisonnement ferme? Je veux dire, en droit, n'y a-t-il pas un principe de réciprocité ou de proportionnalité par rapport aux dommages causés? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que votre question fait référence à des textes de loi qui n'existaient pas auparavant, parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui date d'hier. Donc, il n'y avait pas de textes qui réglementaient cette activité. Aujourd'hui, nous avons l'ordonnance. Nous avons 3 ordonnances qui ont été promulguées par les autorités, notamment le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, dans l'optique de permettre à ce que cette activité soit régulée. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que l'article 4 de cette ordonnance dispose que les personnes, notamment qui s'adonnent à cette activité et qui vont, n'est-ce pas, au-delà même du cadre réglementaire, s'exposent à des sanctions. Et ces sanctions varient des peines d'emprisonnement de 1 an à 10 ans, hein, selon la gravité des faits. Et bien au-delà de ça, on a aussi les hébergeurs qui sont en même temps aussi poursuivables lorsqu'ils ne signalent pas certains contenus qui sont produits par les utilisateurs. Et eux, leur amende va même jusqu'à 10 millions de francs CFA. Et donc, il faut comprendre que nous avons en face de nous un cadre juridique qui permet à ce que cette activité puisse être régulée de façon opérationnelle dans notre territoire. Très bien. Madame Laikamba, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Aujourd'hui, l'usage des réseaux sociaux a été interdit aux moins de 16 ans. Pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut avoir l'autorisation parentale. Vous, quel commentaire faites-vous? Est-ce que, quand on regarde un peu tout ce qui est technologie, la tranche d'âge de la population la plus active dans ce secteur, ce sont les jeunes. Est-ce que vous vous dites que cela pourra freiner l'engouement sur ces technologies, ou bien vous
marteler sur l'importance de la régulation parce que lorsqu'on est mineur, eh bien, on n'est pas responsable des actes qu'on pose et qu'à ce titre, il est utile effectivement d'encadrer cet usage. Oui, moi je salue cette mesure. Je suis maman, j'ai un adolescent qui a 14 ans et effectivement, mettre la majorité numérique à 16 ans est une très bonne chose. Je pense que vous avez suivi le procès de Facebook en Australie où vous avez des adolescents aujourd'hui qui font des dépressions, qui sont dépressifs parce qu'ils ont été exposés à du contenu qu'ils ne devaient pas normalement avoir. Et pourquoi? Parce que malheureusement, les algorithmes qui sont mis en place parfois dépassent même les concepteurs. Vous avez l'algorithme de TikTok aujourd'hui, qui est parmi les meilleurs du monde, parce que même celui de Facebook n'est pas encore arrivé à ce stade, qui se nourrit de vos émotions. C'est très grave. Un enfant de 14 ans, 15, 16 ans n'a pas forcément la hauteur que vous aurez sur certains sujets. Et donc pour moi, effectivement, oui, c'est une très bonne mesure. La majorité au Gabon est de 21 ans, on l'a mis à 16 ans, et ça permet justement aux jeunes à partir de 16 ans, lorsqu'il est sur les réseaux sociaux, d'avoir été sensibilisé par les parents, par le travail que vous faites, qui est un fort travail de sensibilisation, et par d'autres canaux. Merci, c'est notre devoir. Monsieur Moubéi, vraiment, avant de nous quitter, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent et qui sont férus de numérique, est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon, en tant qu'État de droit, est en mesure de garantir la protection à la fois des utilisateurs, mais également de ceux qui peuvent être victimes des abus sur le numérique. Je veux dire, sur le plan de la justice, est-ce que la justice est suffisamment autonome, indépendante pour garantir des procès équitables dans des situations qui pourront amener peut-être deux citoyens à se faire face aux dérives sur les réseaux sociaux ou dans le numérique en général? Bon, moi je pense que notre pays est un État de droit. Et un État de droit, c'est un État qui a l'obligation, n'est-ce pas, de respecter un certain nombre de principes. C'est-à-dire que moi, si je suis incriminé, si je suis cité dans une affaire, comme par exemple, une affaire, vous avez pris un exemple, par exemple, j'ai diffamé quelqu'un sur les réseaux sociaux et que la personne va me traduire en justice, alors il revient à l'autorité compétente de prononcer les textes de droit qui sont relatifs, n'est-ce pas, à ce que j'ai dit, qui définit, n'est-ce pas, les propos que j'ai tenus comme étant diffamatoires. Donc, à ce niveau, moi, je pense que les personnes qui sont censées appliquer la loi ne devraient pas avoir, n'est-ce pas, la difficulté à appliquer la loi. La difficulté à appliquer la loi ici, et si on est dans le cadre, par exemple, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, désormais, ceux qui créent des contenus sur la base de l'intelligence artificielle ont l'obligation de signaler. Effectivement, ils ont l'obligation d'un contenu généré par IA. Ils ont l'obligation de signaler parce que lorsqu'on est, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on est utilisateur, lorsqu'on est créateur de contenu, il faut utiliser sa personnalité. Moi-même, je suis créateur de contenu, j'ai plus de 15 000 abonnés sur ma page, j'utilise mon vrai nom. Et donc, lorsque j'ai fait une publication, c'est mon nom qui est engagé. Et donc, ça va sur les plateformes. En dehors de TikTok, il y a d'autres plateformes qui relaient l'information parce qu'il y a des gens qui partagent. Voilà. Et donc, c'est important que l'État ait mis un accent sur l'identité de la personne qui crée des contenus. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce débat du 12-15. Chers téléspectateurs, vous avez compris, nul n'est censé ignorer la loi, donc il est plus qu'urgent, plus que nécessaire de prendre connaissance de ce texte, de lire l'ordonnance 0011/2026 du 26 février 2026 portant réglementation de l'usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques en République gabonaise. Il faut lire, vous avez des smartphones, vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, il faut connaître la loi pour éviter de tomber
entre ses mailles. Je rappelle que nous discutions du thème IA, révolution ou danger pour la vérité, et j'étais en compagnie de Madame Laïka Mba. Elle est directrice générale de la société ST Digital Gabon, et avec elle, Monsieur Landry Moubéi, qui lui est juriste. Le débat de 12-15, c'est terminé, mais l'information, elle se poursuit sur Gabon 24.